Bonjour à tout le monde. Quelques mots pour dire le plaisir que c'est pour moi d'accueillir mon ami Eamon Gilmore, qui est à la fois vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. C'est un plaisir et c'est un honneur. Nous nous voyons souvent dans les conseils des affaires étrangères. Nous avons des relations officielles et personnelles excellentes, mais c'est un plaisir particulier de t'accueillir ici. Et ta présence a une importance particulière pour au moins deux raisons. D'abord, c'est le week-end de la Saint-Patrick, au cours duquel nous aurons l'occasion de nous laisser emporter par l'amitié entre l'Irlande et la France. Et puis, je me suis laissé dire que samedi après-midi, il y a également une échéance très importante au cours de laquelle nous allons, les uns les autres, par personne interposée, déployer toute notre énergie. Nous avons, avec Eamon, abordé toute une série de sujets. Nous avons bien évidemment discuté d'abord de l'Ukraine. Et juste avant de rencontrer Eamon Gilmore, nous avions une conférence téléphonique avec un certain nombre de collègues sur la situation en Ukraine, ce qui peut se passer demain, dimanche, etc. La France, vous le savez, a une position à la fois de grande fermeté, puisque ce qui se passe là-bas, en Crimée, avec la pression russe, est évidemment tout à fait contraire à la légalité internationale. Mais nous voulons manifester cette fermeté avec nos amis européens, avec les Américains, mais en même temps montrer le chemin du dialogue, parce que on ne peut sortir de cette situation très difficile et très dangereuse que par la voie du dialogue. En tout cas, le temps presse. Lundi, nous aurons une réunion du Conseil des affaires étrangères. Mardi, il est possible que je me rende en Russie. Il y a toute une série de contacts. Et c'est dans cet esprit à la fois de fermeté et de dialogue que nous abordons cette grave question. Parmi les dossiers internationaux, nous avons aussi évoqué la Syrie, qui est moins sous les feux de l'actualité, mais où la situation demeure extrêmement dramatique, notamment sur le plan humanitaire, et l'Irlande apporte une aide très importante à la population syrienne. Nous avons également fait le point sur la situation en Centrafrique et sur la situation au Mali, où nos amis irlandais sont très présents d'une façon extrêmement positive, ainsi que sur le Liban, puisque au sein de la FINUL, il y a plus de 300 militaires irlandais. Et puis nous avons parlé des politiques de l'Union européenne. L'Irlande et la France ont la même approche qui consiste à avoir dans l'Europe un outil pour la croissance, pour le soutien à l'emploi, en particulier à l'emploi des jeunes. J'ai dit à mon ami Eamon à quel point nous apprécions le fait que l'Irlande, peu à peu, est en train de sortir de la difficulté économique lourde où elle se trouvait du fait de l'héritage précédent. Ce n'est pas, bien sûr, des décisions faciles qui ont dû être prises, mais le gouvernement irlandais a fait preuve de beaucoup de courage et nous souhaitons que les résultats soient à la mesure des courages dont il a fait preuve. Et puis, nous avons beaucoup de domaines sur lesquels nous travaillons ensemble. On a abordé la question des énergies renouvelables, des secteurs de pointe, et je serai toujours extrêmement heureux d'y travailler avec Eamon Gilmore, qui est ici chez lui. Well, I'm delighted to be here to meet my good friend and colleague, Laurent Fabius, with whom I work very closely as a colleague on the European Union Foreign Affairs Council, and with whom I have the pleasure of discussing bilateral relations between Ireland and France on many occasions. And of course, this weekend, to personally wish Laurent a happy St. Patrick's Day, and to reflect somewhat on the good relations, historic relations between Ireland and France. In our discussions, we've had the opportunity of, I think, covering a number of areas. Obviously, issues which are dominating international consideration at the moment, the situation in Ukraine in particular, where we share
deep concern about what is happening in Ukraine, deep concern about what is happening in Crimea, including the referendum this weekend, and I think a shared concern that the European Union needs to respond firmly to what is happening, and at the same time be ready to ensure that this problem can be de-escalated, and to work with others, including with Russia, to de-escalate that crisis. We also, in that context, I want to say that I want to express my appreciation for the initiative which Laurent, together with his German and Polish colleague, took some weeks ago to address this crisis. And I also want to express Ireland's support for the leadership which France has shown, particularly in the crisis in Central African Republic and in Mali. Ireland has been a contributor to the humanitarian effort and to aid in the Central African Republic, and we've also been contributing to the humanitarian situation in Mali. We have some members of our defence forces who are working in the mission for Mali. We're pleased to be able to support in that respect. We talked about, and I appreciated the words of support and appreciation from Laurent for the participation of members of the Irish Defence Forces in the peacekeeping effort in Lebanon, both in UNIFIL and the response which we made to the United Nations to participate in the UNDOF mission there. I welcome the formation of a new government in Lebanon, and we are very conscious of the pressures that Lebanon is under, not least arising from the continuing horrific crisis in Syria. What may have somewhat dropped down the priority in the news bulletins, but the crisis in Syria is the big humanitarian crisis of our time. The continuing suffering of the Syrian people, the fact that humanitarian aid is not getting through, and the necessity for a stronger response by the international community to what is happening in Syria. We also talked, obviously, about our shared membership of the European Union and some issues which are on the European agenda at the moment. Both our governments agree that there is a necessity to drive ahead with the jobs and growth agenda in Europe. Europe's recovery is dependent on economic growth and the creation of jobs, and in particular addressing the problem of youth unemployment, which both our governments have a very strong commitment to. We want to see the European Union, and I think we both agree on this, the European Union addressing real needs of people. This is not a time for prolonged debate in Europe about institutional issues and matters that, frankly, our publics don't really engage with. This is a time for Europe to be on the side of people in terms of providing jobs and ensuring that we get economic growth, and we have a shared view on that. And we also, in the course of our discussions, took the opportunity, because both our governments are reforming governments, and we took the opportunity of looking at the ways in which we are reforming our own ministries and developing the concept of economic diplomacy, which is about, in the modern world, ensuring that we promote our values, and we're very proud of that, and I think our values are shared values, but that we also use the resources of our ministries and of our governments to secure the investment and the trade opportunities and that we can progress. And this is an area I think we can talk further about and indeed cooperate together on in the future. Monsieur Fabius, neither of you mentioned Israel-Palestine. The worst fighting since last November has been happening over the Gaza border yesterday and today. Taoiseach, I know that you in the past have spoken very forcefully about the need to stop building settlements, about the need to lift the blockade to Gaza. Are you frustrated, disappointed? Do you wish, what could or should the European Union be doing? And j'ai une question pour le ministre aussi. Do you want to go ahead and then I'll ask the minister? Okay. Well, I think that I didn't mention it in my summary of our discussions, but we did actually discuss the situation in the Middle East. We hope that the talks that have been taking place for some time now
can produce a result. What is happening in the Middle East in the relation to the Israeli-Palestinian conflict is very worrying. We want to see an outcome to the discussions which were initiated by Secretary of State John Kerry, and the first major initiative for a long period of time to try and get a lasting settlement to that conflict. But I'm very mindful of what is happening on the ground, and as you say, what happened at the Gaza border, the continuing development of settlements in the occupied territory is having the effect of undermining the prospect of a lasting settlement being secured. So, I mean, we await the outcome of the discussions that are taking place. I hope that they will bring a result, but it is an area that we are very concerned about. Et Monsieur le Ministre, les observateurs constatent que depuis l'élection de François Hollande comme président de la France, on a l'impression que la France comprend davantage la position du gouvernement israélien, qu'il y a un fléchissement dans ce sens. Est-ce que vous-même, vous confirmez cet infléchissement et si oui, il est dû à quoi? Un fléchissement signifierait que nous nous situons par rapport à la présidence précédente, ce qui n'est pas notre cas. Nous essayons de voir ce qui est l'intérêt de la paix et de la sécurité là-bas, l'intérêt d'Israël, l'intérêt des Palestiniens. Il est de fait que nous avons des bonnes relations à la fois avec les autorités israéliennes et avec les autorités palestiniennes. François Hollande s'est rendu encore récemment à la fois en Palestine et en Israël, où il a été très bien accueilli. Moi-même, j'y suis allé plusieurs fois. Nous avons reçu le Premier ministre Netanyahou. Il y a encore quelques jours, le président Abbas était à Paris, où il a rencontré le président de la République. Donc nos relations sont bonnes. Sur le fond, on connaît nos positions, qui est il faut une solution qui assure la paix, la sécurité aux deux États. Il faut que les frontières soient sûres et reconnues. Jérusalem comme capitale, ce sont des choses qui sont connues. Et nous sommes, comme Imone d'ailleurs, très préoccupés par le développement de la colonisation, par les tensions. Et nous souhaitons qu'on saisisse la fenêtre d'opportunité qui existe aujourd'hui pour arriver à un véritable accord. C'est très difficile, il y a beaucoup de questions qui sont posées, vous les connaissez. Mais la France se veut une puissance de paix et tout ce qu'elle peut faire au service de la paix, en particulier dans cette partie du monde, elle le fait. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Juste une question sur l'Ukraine. Vous avez évoqué le sujet, votre possible rendez-vous à Moscou mardi. Quelles sont les conditions pour que vous rendiez à Moscou avec le ministre de la Défense mardi? Et deuxièmement, sur le contrat Mistral, vous avez parlé de fermeté de la France. Est-ce que ce ne serait pas un signe très fort de suspendre ce contrat plus tôt que plus tard? Alors, d'ici mardi, un certain nombre d'éléments peuvent ou vont se produire. D'abord, juste avant de recevoir Imone, nous étions au téléphone avec John Kerry, avec Ban Ki-moon, avec d'autres collègues pour faire le point sur la situation en Ukraine et sur les contacts qui vont exister entre aujourd'hui et dimanche. Le secrétaire d'État américain va rencontrer Sergei Lavrov. Moi-même, j'ai au téléphone quasi quotidiennement tous les protagonistes de cette affaire grave. Et puis il y a le référendum qui a été prévu dimanche en Crimée, qui est tout à fait contraire au droit international. Il faut être clair. Et où, en fait, le choix n'est pas laissé aux uns et aux autres, car c'est le choix entre oui et oui. Et quand on regarde la propagande qui est faite, on voit bien que c'est un scrutin dont les autorités internationales, comme nous-mêmes,
ont déjà dit qu'il était, dans ces résultats, nul et non avenu. Ensuite, nous souhaitons donc qu'ils ne se tiennent pas, mais en même temps, nous savons bien que la roue avance. À l'issue de dimanche, nous nous réunirons lundi, nous avons un Conseil des affaires étrangères, nous verrons les décisions que nous prendrons. Il y a un certain nombre, le cas échéant, de sanctions qui sont sur la table, avec toute une série d'éléments qui peuvent aussi bien toucher des personnes et leurs avoirs que les relations économiques et internationales que nous avons avec les uns et les autres, que la perspective du G8, que les relations entre l'Union européenne et la Russie. Et puis, pour ce qui concerne mardi, conformément à la conversation qui a eu lieu entre le président français et le président russe, il est envisagé que je me rende avec mon collègue de la Défense à Moscou, mais dès lors que c'est utile. Et la position qui est celle de la France, qui est d'ailleurs commune à beaucoup de pays, en particulier à l'Irlande et à la France, c'est à la fois d'être ferme, parce qu'on ne peut pas juger acceptable une action qui fait fi de la légalité internationale et qui finalement bouscule les frontières avec toute une série de conséquences extrêmement lourdes possibles. Et en même temps, nous voulons retrouver la voie du dialogue pour arriver à une désescalade. Ce n'est pas facile, c'est même très difficile. Mais si la France peut y contribuer, elle le fera, et ce serait le sens de notre déplacement de mardi. Dernière question. Concernant l'Ukraine et la Russie également, est-ce que c'est votre impression, avec tous les contacts, tous les dialogues que vous avez déjà eus, est-ce que c'est votre impression que la Russie, M. Poutine, prend sérieusement les choses, les sanctions, les choses que vous êtes en train de peser, de discuter avec vos collègues internationaux? Vous pensez que pour le moment, il a ses propres priorités qui vont au-delà des réactions que vous proposez? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous souhaitons que la solution trouvée respecte à la fois le souhait des Ukrainiens et le droit international. Le souhait des Ukrainiens, il sera exprimé lorsque les Ukrainiens pourront librement voter. Et donc, il faudra qu'il y ait une élection présidentielle. La date du 25 mai a été proposée. Et vous parlez des Russes. Lorsque mon collègue Lavrov me dit « mais il n'y a pas besoin d'élection présidentielle puisque c'est M. Yanukovych qui est président », il faut quand même être sérieux. J'ai eu en face de moi, au 20 février, 21 février, M. Yanukovych. Je tiens à préciser d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est intéressant, qu'au moment même où aujourd'hui, certains, je pense en particulier aux Russes, contestent la validité de la fonction de Premier ministre de M. Yatchenyuk, dans la discussion que nous avons eue, mon collègue allemand, mon collègue polonais, les représentants de l'opposition, et de l'autre côté, M. Yatchenyuk, M. Yanukovych, il était acquis que le Premier ministre serait M. Yatchenyuk, de la part de M. Yanukovych. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on vient nous dire que ce gouvernement qui a été élu par la Rada, par l'Assemblée ukrainienne, ne serait pas légitime, non. Donc, nous, notre position, c'est de dire qu'il va falloir que les Ukrainiens s'expriment d'une manière libre, avec, bien sûr, un contrôle international, et le plus tôt sera le mieux. Et en même temps, bien sûr, il faut respecter la légalité internationale. La légalité internationale, c'est qu'il existe un pays qui est souverain, qui s'appelle l'Ukraine, qui, d'ailleurs, géographiquement et historiquement, est à la fois proche de l'Union européenne et proche de la Russie. Il ne faut pas contester les réalités. La géographie, ça existe. L'histoire, ça existe. Donc il est tout à fait normal que les russophones y aient leur pleine place. Ceci n'est pas en question. Mais il faut faire droit à ce qui sera l'opinion et le vote des électeurs ukrainiens, de la totalité d'entre eux, et en même temps trouver un chemin de paix et de développement pour l'Ukraine qui peut faire le choix de son avenir. Moi, j'ai toujours considéré que ce n'était pas un choix entre ou bien, mais qu'il y avait place à la fois pour les Russes qui sont à côté, qui ont une influence historique,
et en même temps pour l'Union européenne, puisqu'il se trouve que l'Ukraine est en Europe. Voilà, alors ça c'est le chemin de la raison, et nous allons essayer, Imone, moi-même et pas mal d'autres, d'avancer sur ce chemin, et nous espérons que les Russes comprendront que finalement c'est aussi leur intérêt, parce que l'intérêt de la Russie, c'est qu'il y ait une Ukraine qui économiquement soit en bonne santé, malheureusement aujourd'hui elle est en très grande difficulté, et qui soit un pays où les minorités soient respectées, les majorités respectées, et qui soit un pays qui puisse évoluer dans le concert international. Donc fermeté et en même temps volonté de dialogue. Merci beaucoup.